C'est avec un énorme plaisir que j'invite Monsieur Alexis Orgix-Chotard en scène. Bonjour tout le monde, je suis absolument ravi d'être là avec vous. Aujourd'hui, on va passer 30 minutes à parler d'incidents techniques et surtout de comment les gérer et de comment collaborer autour de leur gestion. Je me présente brièvement, je m'appelle Orgix, même si j'ai aussi un vrai prénom. Mais en tout cas, c'est sous ce nom-là que vous me trouverez un peu partout en ligne. D'ailleurs, pour les slides à la fin du talk, ce sera sur Blue Sky et Twitter maintenant. Et actuellement, je bosse pour Payfit, qui est une licorne française. Donc vous savez, ces startups qui ont bien grossi et qui sont valuées très cher. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est un SaaS de gestion de fiches de paye. C'est-à-dire, on fait en sorte que ce ne soit pas compliqué pour les TPE et PME de payer leurs employés, d'avoir des fiches de paye qui soient lisibles, justes, à l'heure, de faciliter aux employés le fait de poser des congés, d'aller faire des notes de frais, ce genre de choses. Et ce que je fais chez Payfit, moi, c'est des trucs de SRE, voilà, de Site Reliability Engineering, donc un background d'Ops avec une grosse dimension quand même développement aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer des systèmes qui sont autonomes. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même pas mal de boîtes où j'ai eu l'impression que les incidents étaient souvent vus comme un truc d'Ops. Je vais essayer de vous convaincre pendant cette demi-heure que non, les incidents, c'est pas juste un truc d'Ops. Ça concerne tout autant des développeurs et éventuellement d'autres rôles. Si vous en êtes déjà convaincu, je vais essayer de distiller le fait qu'il y a peut-être aussi une autre composante là-dedans qui est le côté support client, le customer service là-dedans. Pas de panique, je ne vais pas vous sortir un nouveau buzzword, on ne va pas essayer de vous faire une variante de DevSecOps avec DevCSOps ou je ne sais quoi, juste garder ça un petit peu à l'esprit. Et notre objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut collaborer efficacement lors d'incidents. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit des situations qui soient un peu moins tendues et d'être aussi efficaces que possible dans leur résolution. Pour ça, je vais vous prendre un peu deux angles simultanés. Je vais vous parler un peu des généralités sur la gestion d'incidents. Je vais commencer par vous parler de la notion d'incident même. On va voir ensuite le côté humain, organisationnel, et à la fin, la partie pratique et outils. Et au fur et à mesure de ça, en fait, parce qu'on est quand même à DevOps Rex accessoirement, je vais vous distiller un peu le retour d'expérience que j'ai à vous partager en fait, de Payfit là-dessus. Parce que Payfit, on est parti de loin. En 2021, le mot incident, il n'existait pas. On avait évidemment des incidents, comme tout le monde, comme toutes les boîtes, mais on ne les prenait pas en compte avec cette dimension-là en tout cas. Le plus proche qu'on avait, c'était un board Jira partagé par toute la boîte dans un coin, qui s'appelait Debug Tech, ou DT de son petit nom. Et quand il y avait un problème, quelqu'un allait déposer un ticket dans ce board Jira, et avec un peu de chance, ça finissait par tomber sur la bonne équipe à la fin, et le problème finissait par être résolu, souvent au détriment d'un temps de résolution correct. Et aujourd'hui, en fait, on est en une situation qui est bien meilleure que ça, je vous rassure, donc on est à peu près satisfait, on a encore plein d'améliorations à faire, je vais vous justement un petit peu vous en parler. Commençons donc par un incident, c'est quoi? Un incident, c'est n'importe quoi qui vous éloigne de votre travail planifié avec un certain degré d'urgence. Les mots-clés ici étant travail planifié et degré d'urgence. Cette définition, c'est même pas la mienne, elle vient de la doc d'un outil qu'on utilise qui est vraiment cool, qui s'appelle Incident.io. Mais globalement, un incident, vous aviez une journée planifiée super, vous étiez parti dans votre journée, et pas de bol, quelque chose qui va la faire dérailler. Vous allez devoir faire autre chose avec urgence et résoudre un problème. Globalement, un incident, c'est ça. Et la question qui arrive rapidement, du coup, c'est ouais, mais c'est quoi la différence entre un incident et un bug? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'un bug, c'est un incident, etc. On va prendre un exemple. Imaginons, vous venez de livrer un changement dans votre flow de login. Pas de bol, il y a un bug, ça remplace l'intégralité des logins de tous vos users par capitaine ad hoc. Il y a des chances que ça résulte en un incident, plus personne ne peut se loguer. Bon, on est évidemment sur un bug qui résulte en un incident. Par contre, si votre bug, c'est que la couleur, la nuance de bleu d'un bouton n'est plus la bonne, il y a assez peu de chances que ça déraille votre journée et que vous laissiez tout tomber pour vous en occuper. Alors peut-être que vous allez l'adresser maintenant, mais ça peut aussi probablement attendre le lendemain. Donc un bug peut donner des incidents, mais ce n'est pas forcément un incident. Mais du coup, est-ce qu'un incident est forcément causé par un bug? Alors il y a des cas, c'est effectivement le cas, CF, l'exemple que je donnais juste avant avec le flow de login, mais imaginons votre fournisseur de cloud favori a une région qui est down, à, je sais pas, Prix-Feu par exemple, ou a une ASI qui est down, il y a des chances que potentiellement vous ayez un incident de votre côté parce que, je sais pas, une DB quelque part ne sera pas dispo. On pourrait arguer que c'est un bug de design et que vous auriez pu l'anticiper, mais c'est pas ce qu'on met traditionnellement derrière la définition de bug. Donc un incident peut être causé par un bug, mais pas forcément. On voit bien qu'il y a un lien un petit peu entre les deux, mais pas toujours. Et pour savoir si quelque chose a un incident ou pas, moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de faire confiance aux gens et à leur instinct là-dessus. C'est un peu ce qu'on a décidé de faire chez Payfit, c'est-à-dire qu'on considère que si quelqu'un pense qu'il y a un incident,
C'est qu'il y en a probablement un. Alors, c'est pas une science exacte à 100%, mais si c'est 95%, c'est suffisant. Il suffit que quelqu'un se dise « Ah, je pense que là, il y a un incident, va probablement discuter avec quelqu'un d'autre », et n'importe qui peut aller déclarer un incident chez Payfit. Vous notez bien que j'ai écrit quelqu'un, pas un rôle particulier, pas un C-level, pas quoi que ce soit, n'importe qui, que ce soit un Ops, un SRE, un Dev, un Engineering Manager, quelqu'un du support client, n'importe qui peut déclencher un incident. Et globalement, en général, c'est le cas. Et tous les incidents ne se valent pas par contre. On a rapidement la notion de sévérité et de criticité qui arrive en jeu. Tous les incidents ne sont vraiment pas les mêmes. Globalement, ce que vous pouvez garder à l'esprit là-dessus, c'est que si vous passez plus de temps à vous prendre la tête sur quelle est la sévérité de l'incident plutôt qu'à travailler à le résoudre, c'est pas cool. Typiquement, si vous ne voulez pas avoir des débats interminables de 10 minutes sur est-ce que l'incident il est critique ou est-ce qu'il est très critique. Cette phrase-là, encore une fois, je paraphrase un petit peu la doc d'Incident.io. Vous pourriez avoir envie d'avoir une approche un peu scientifique du truc, d'avoir une matrice de sévérité avec plein de critères pour déterminer ça de manière très objective. Mais sur quelle métrique vous allez vous baser? Vous pourriez vouloir vous baser sur la durée d'impact, par exemple, mais pas de bol, vous ne la connaissez pas tant que l'incident n'est pas terminé. Perdu. Vous pourriez vous baser sur la part d'utilisateurs impactés. Avec un peu de chance, vous avez l'information. Mais manque de bol, on n'est pas dans le monde des bisounours, je ne sais pas chez vous, mais nous, on n'a pas toujours l'information. Ou des fois, on peut l'avoir, mais ça nécessite du temps d'aller estimer ça. Du temps qu'on ne passerait pas à résoudre l'incident. Pareil, pas génial. Ça va souvent aussi beaucoup dépendre de la feature impactée. Si c'est votre flow de login, il y a des chances que ça soit un incident d'une sévérité plus élevée que si c'est une page de FAQ paumée au fin fond de votre app. Et ça peut aussi dépendre du moment, de la semaine, du jour, du mois. Nous, je vois chez Payfit, on a un logiciel qui gère de la paye. Les boîtes, en général, elles payent leurs employés à la fin du mois. Le même problème, avec les mêmes symptômes, selon s'il arrive un dimanche à 3 h du mat en plein mois, ou qu'il arrive un mardi après-midi en période de paye à la fin du mois, c'est pas du tout la même sévérité à la fin. Donc on commence déjà à voir que là-dedans, il y a déjà un peu de notion métier qui arrive, on n'est plus du tout sur quelque chose un peu d'ops, on commence vraiment à avoir des questions en termes d'impact business. Mais globalement, si vous mettez tout ça ensemble et que vous essayez d'en faire quelque chose, vous finissez avec des matrices de l'enfer de 10 par 10 sur lesquelles il faut 2 jours de formation pour déterminer la sévérité d'un incident. Vous voulez probablement pas ça. Nous, chez Payfit, ce qu'on a, c'est 4 niveaux de sévérité, 1, 2, 3 et grosse surprise 4, Sev 1 étant le plus critique. Un Sev 1, globalement, c'est branle-bas de combat, toute la boîte sur le pont, le business est en péril. C'est typiquement l'intégralité de l'app est indisponible pour tout le monde. C'est un Sev 1. Voilà. Sev 2, on est sur quelque chose qui a un fort impact pour une majorité de nos clients, qui va souvent impacter plusieurs équipes ou des services très critiques. Sev 3, on est sur des choses plus localisées, souvent une sous-feature de l'application. Et Sev 4, on est presque plus sur de l'anecdotique. On est presque plus à déclarer un incident pour que ça rentre dans les métriques et pour avoir le processus un petit peu d'amélioration continue derrière qu'autre chose. Vous noterez que je ne vous ai pas donné de définition, là, il n'y a pas un tableau avec la définition à droite. Il y en a probablement un quelque part dans une page Notion, paumé dans un coin, et c'est probablement moi qui l'ai écrit et qui l'ai oublié depuis. Mais il n'empêche qu'on a réussi à tous s'aligner culturellement là-dessus. Quand quelqu'un parle d'un Sev 1 ou d'un Sev 2, on a une idée de l'urgence dans la boîte. Et les nouveaux arrivants, d'ailleurs, ils rentrent assez vite dans le moule, parce que malheureusement, on a quand même pas mal d'incidents, donc il y a pas mal d'occasions un peu de s'y frotter et de prendre l'habitude. Et la détermination du coup de la sévérité d'un incident, elle se fait un peu au jugé par les gens qui sont sur l'incident, c'est les mieux placés pour le savoir. On a tendance à pas trop hésiter à revoir une sévérité à la hausse, à se dire ah mince, finalement sur ce qu'on trouve là, c'est plus critique qu'on le pensait. Hop, on passe d'un Sev 2 à un Sev 1 plutôt que faire l'inverse. Et ça marche pas trop mal. Tous les mois, on a un petit rituel qui s'appelle l'Incident Review, et pendant lequel, en fait, on va regarder les incidents du mois passé pour essayer d'en tirer un peu des conclusions, voir s'il y a certaines tendances. C'est l'occasion aussi de se reposer, par exemple, la question de « Ok, est-ce que les sévérités avaient l'air d'être bonnes ?» Il y a des fois, elles ne le sont pas. C'est 3% des cas. Je ne sais pas vous, mais 3% d'erreurs, si ça nous permet de juste aller plus vite dans la résolution d'incidents et dans la déclaration d'incidents, on prend volontiers, c'est parfaitement acceptable. Dans tous les cas, le meilleur incident, c'est celui qu'on n'a pas. Donc, faites quand même, le mieux, c'est quand même de faire le maximum pour prévenir les incidents. Et pour ça, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Vous avez des choses qui sont traditionnellement rangées dans le carcan des ops, tout ce qui va être test de charge, chaos engineering, alors des mécanismes de canary release, ce genre de choses. Mais vous pouvez aussi faire plein de choses au niveau plutôt développement, on va dire. Alors, ça passe bien évidemment par des tests un peu classiques, mais c'est aussi une vraie considération pour tous les mécanismes de retry, introduire la back pressure, des circuit breakers, ce genre de choses. On voit qu'on n'est pas juste sur un sujet entre guillemets d'ops, il y a aussi des considérations dès le développement sur comment on va pouvoir aller réduire les incidents ou en tout cas au moins limiter leur impact. Par contre, dans tous les cas, le risque ne sera jamais à 0%. Même pour les plus grosses boîtes qui font les trucs les plus cool techniquement, elles ont quand même des incidents. Vous aurez des incidents à jour si vous n'en avez pas déjà. Donc, tant qu'à faire, autant s'organiser pour et pour les gérer correctement.
Et pour ça, on va commencer par le côté humain et organisationnel. Premier élément, le rôle d'incident commander, qui est quelque chose que vous retrouverez pas mal dans la littérature, même si c'est sous des variantes de ce nom-là, et qui nous est assez cher à Payfit. En fait, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui a une casquette, de s'occuper un petit peu des choses un peu méta autour de l'incident. Typiquement, aller s'occuper de la communication, que ça soit public ou que ça soit en interne. C'est quelqu'un qui va aller orchestrer l'investigation. Dire par exemple, ah bah là c'est ok, on a deux pistes qui sont fiables, on va se séparer en deux groupes pour aller investiguer les deux et voir ce que ça donne à la fin. C'est quelqu'un qui va aller s'occuper d'aller s'assurer de pinguer une équipe qui pourrait être pertinente dans la résolution de l'incident, qui va aller chercher les bonnes personnes, les ramener dans le call, etc. Et c'est quelqu'un qui va avoir très à cœur en fait, de remettre l'impact au centre du débat. Je ne sais pas vous, mais moi en tant qu'ingé, quand je creuse un truc, j'ai tendance à vouloir aller au bout et à comprendre vraiment ce qui se passe. Et ça va très vite de rentrer dans un gros tunnel. On est là, on voit, ah oui, non, je suis sûr que si je vais voir là-bas les logs de ce service-là, je vais trouver. Pas de bol, c'était pas là, c'était celle-là, c'est pas ça, pas après non plus, c'était encore après. Voilà. C'est utile d'avoir quelqu'un dans un incident qui n'est pas activement dans le troubleshooting et qui va juste dire ok, temps mort, ça fait 3 minutes qu'on creuse ça, ça a l'air de mener nulle part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour mitiger la situation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut juste rollback par exemple? Bref, quelqu'un qui va un peu prendre du recul. Cet incident commander, chez nous, globalement, c'est en général celui qui déclare l'incident. Pas forcément, mais en général, c'est ça. Et ça va un peu évoluer au fur et à mesure du cycle de vie de l'incident. Souvent, ça va finir par échoir sur l'engineering manager de l'équipe qui est la plus proche du scope concerné par l'incident, notamment pour la partie post-mortem et action derrière. On pourrait probablement faire mieux, mais on n'a pas d'équipe d'incident commander. On pourrait éventuellement imaginer un peu former des gens un peu plus sur la gestion d'incidents, faire des sortes de katas un peu, comme on pourrait faire sur du code, pour aller s'entraîner, être plus efficace dans la gestion d'incidents. C'est peut-être des choses qu'on fera un jour. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ça marche correctement comme ça. En tout cas, on arrive à des résultats qui sont OK, même si c'est peut-être pas les mieux qu'on pourrait avoir. La communication faite par Incident Commander, il y a deux éléments à garder en tête. Le premier, c'est d'adapter le niveau de technicité aux différents interlocuteurs et aux différents canaux. Vous n'allez pas communiquer de la même manière sur vos incidents, que ce soit avec le support client qui est inquiet de l'impact très direct pour les utilisateurs avec lesquels il parle, qu'avec un stakeholder, qu'avec des gens du marketing qui sont souciés de l'image de la boîte, qu'avec un développeur qui a son service impacté par l'incident. Vous n'allez pas avoir les mêmes discussions. Pareil, si vous allez poster une update sur les différentes routes causes et pourquoi vous les avez exclus techniquement, ce n'est pas le même niveau de technicité de discours. Et faites surtout preuve d'empathie là-dedans. Pour reprendre un peu les trois profils dont je parlais tout à l'heure, c'est des situations qui sont qui peuvent être anxiogènes, les incidents, qui peuvent être stressantes. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un côté support client. Chez Payfit, un gros incident, ça veut dire que potentiellement, il y a des entreprises, il y a des clients qui ne peuvent pas payer leurs employés. Les gens ont tendance à parfois être désagréables dans ces situations. C'est compréhensible, ce n'est pas des situations cool. Et du coup, ça se répercute un peu sur le support client. C'est des situations qui ne sont pas évidentes. Pareil, si vous êtes un développeur, imaginez 5 secondes, vous êtes là tranquillement en train de coder la meilleure feature de votre semaine, et à un moment, il y a quelqu'un qui vient vous chercher en disant hey, t'aurais pas release un bug par hasard il y a 1 heure là sur le truc? Ça peut vite être des situations un petit peu stressantes. On se dit ah mince, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas, etc. Donc bref, et de l'empathie. Et ça vaut aussi pour les ops. Se retrouver des fois, c'est le genre de profil qui se retrouve souvent à aller investiguer des systèmes un petit peu inconnus parfois, avec lesquels ils ne sont pas forcément familiers. Donc pareil, faites preuve d'empathie dans ces communications, ça aidera beaucoup. Dans tous les cas, restez factuel et transparent. C'est important de pouvoir dire que quelque chose est grave, qu'il y a de l'inconnu, qu'on ne sait pas exactement quand ça sera résolu. Pour autant, il ne faut pas non plus aller crier au loup et empirer les choses. Donner de la visibilité sur la suite, c'est toujours très pertinent. Même si c'est dire, on ne sait pas quand ça sera résolu pour le moment, on vous redit dans 10 minutes si on sait. Et vous aurez probablement, sans aucun doute, beaucoup de fois à répéter les mêmes informations. C'est normal dans ce genre de situation. Et globalement, si tout le monde peut rester zen, ça aide énormément. Je sais que là-dessus, chez Payfit, ça se passe toujours très bien dans les incidents. Non pas que ce soit des moments agréables non plus, mais quasiment. Et pour côté communication, chez Payfit, comment on s'organise? En fait, on adore Slack. Donc en fait, on a un channel Slack par incident, dédié à chaque incident, qui est ouvert, que tout le monde peut rejoindre pour poser des questions, pour en discuter. Ça sert surtout à aller loguer éventuellement les opérations qu'on fait, à quel moment on les a faites pour le post-mortem, à aller partager les pistes qu'on a exclues, ce qu'on a trouvé, des liens vers des pull requests à approve pour aller corriger des situations, vers des dashboards, ce genre de choses. Et en plus de ça, on a un canal qui s'appelle juste Incidents, dans lequel il y a toute la boîte, ou quasiment. Et en fait, là-dedans, on a un message par incident, avec en thread les news un petit peu officielles, les updates un petit peu haut niveau sur l'incident et sur son déroulé. C'est typiquement le channel et le genre de thread que vont aller suivre les stakeholders, les C-level de la boîte, les personnes du support client sur un incident qui impacte les clients avec lesquels ils parlent.
Et en plus de ça, on a par incident une war room, qui est juste un nom pompeux pour dire un call Gmit, dans lequel les gens vont se retrouver pour aller investiguer et discuter. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ce call, il est ouvert à tout le monde, le lien, il est accessible par tous, dans le channel de l'incident, etc. Et n'importe qui peut venir dans le call pour aller poser des questions. Ça peut être des développeurs pour venir dire « Ah, j'ai vu des erreurs un petit peu inhabituelles sur mon service et que ça ne serait pas causé par l'incident. » Ou quelqu'un du support client pour venir dire « Ah, est-ce que mon client, là, qui a ce problème, ça peut être causé par cet incident ou pas ?» Bref, des canaux de communication globalement très ouverts, ça aide beaucoup. La communication, c'est surtout la journée, quand tout le monde est debout. La nuit, il y a moins de monde, mais pour autant, il faut quand même gérer les incidents. Alors, ça dépend pas mal de la taille de votre boîte. Typiquement, si vous êtes une énorme boîte avec des gens aux 4 coins du globe, même si un globe n'a pas de coin, vous avez toujours des gens qui sont réveillés à un instant donné dans un fuseau horaire. Vous organisez juste pour le week-end, quoi. Mais dans beaucoup de cas, potentiellement, il faut que quelqu'un puisse se réveiller. Et c'est impactant, il faut que quelqu'un reste disponible. Ça veut dire ne pas aller boire 5 pintes au bar du coin ou pas aller faire de la randonnée dans un endroit sans réseau. Et du coup, ça se compense. Et puisqu'on est dans du retour d'expérience, voilà les chiffres actuellement qu'on a pour les compensations d'astreinte chez Payfit. En semaine, une nuit, c'est 80 €, un samedi, 150, un dimanche et jour férié, 200. Ça, c'est juste pour rester disponible et opérationnel. Il y a des compensations additionnelles si l'astreinte se déclenche, si la personne se fait réveiller, si elle doit intervenir, du repos, etc. Mais du coup, si vous mettez tout ça bout à bout, vous arrivez au fait que pour avoir une personne d'astreinte, à n'importe quelle nuit ou jour férié, dimanche, etc. de l'année, chez Payfit, aujourd'hui, ça nous coûte 40 000 € pour avoir une personne. Cette astreinte, ça s'organise du coup. Alors, comme je le disais, ça dépend énormément de la taille de votre boîte. Spoiler, si vous êtes une start-up de 3 personnes, vous êtes tous les 3 d'astreinte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Mais si vous arrivez à une taille où vous pouvez commencer à vous poser ce genre de questions, vous avez globalement deux approches principales. Soit vous avez une équipe centrale, qui va gérer l'astreinte pour tout le scope de votre boîte. Ça veut dire que du coup, les personnes qui vont faire partie de cette équipe d'astreinte, il faut qu'elles aient des connaissances très larges sur votre stack et une très bonne capacité à troubleshoot des choses avec lesquelles elles ne bossent pas forcément au quotidien. Et ce qui peut aider d'ailleurs là-dessus, c'est d'avoir une équipe centrale, mais avec des binômes d'astreinte en même temps. Je ne vous détaille pas plus là-dessus, il y avait un excellent talk de Damien Paco à DevOps Rex 2018 d'ailleurs, qui s'appelait « Mise à l'échelle d'une équipe d'astreinte dans un contexte de forte croissance ». L'enregistrement est sur YouTube. Dans ce genre d'équipe, attention au dimensionnement, trop petite et ça devient vite une très grande pression sur la vie perso. Par contre, trop grosse, il y a aussi des effets pervers un petit peu qui peuvent se mettre en place. Que ce soit autour des attentes sur les rémunérations au niveau individuel ou que ce soit sur le simple fait de ne pas assez pratiquer en fait. L'autre approche, c'est de se dire, est-ce que chaque équipe produit pourrait pas être d'astreinte sur son scope? Moi, ce que j'ai vu le mieux marcher là-dessus, c'était chez Photobox autour de 2016. J'en ai même parlé à DevOps Rex à l'époque, justement, en partie. J'avais débarqué en tant qu'Ops dans une équipe avec que des devs. J'avais jamais vu un monitoring aussi pertinent de ma vie. Pourquoi? Parce que ils étaient d'astreinte sur leur scope et ils étaient responsables de leur service. Ça veut dire que si ça ne sonnait pas alors qu'il y avait un problème, ils étaient tenus responsables le lendemain du fait que leur service était down et il y avait un problème. Par contre, si ça sonnait pour rien, c'est eux qui étaient réveillés. Donc ils avaient tout intérêt à l'améliorer pour éviter de se faire réveiller le surlendemain. Et vraiment, c'était super pertinent. Ça va évidemment avec le fait d'avoir des équipes responsables. Par contre, il faut pouvoir vous le permettre. Si on reprend le chiffre que je donnais avant, vous avez 10 équipes produits. Si vous voulez avoir chaque équipe produit qui est d'astreinte sur son scope, tout de suite, ça vous coûte 400 000 balles. C'est vraiment pas négligeable. Chez Payfit, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on a une équipe actuellement centrale d'astreinte qui fluctue autour de 6 personnes. C'est actuellement exclusivement des SRE. Un jour, on aimerait avoir certaines équipes produits d'astreinte. Je dis bien certaines, parce que typiquement, ça serait plutôt les équipes qui gèrent les composants les plus critiques de l'application, ou alors qui gèrent les composants les plus complexes qui seraient compliqués à troubleshoot par n'importe qui d'autre. C'est vers ça progressivement qu'on va tendre, probablement graduellement, on est en train de regarder pour justement avoir un petit peu des binômes d'astreinte, introduire des profils un petit peu plus développeurs dans les équipes des équipes produits dans les rotations d'astreinte. Voilà pour le côté humain et organisationnel. Et maintenant, on va parler un petit peu des pratiques et des outils autour de tout ça. Puis je vous propose de suivre un peu le flow d'un incident, c'est-à-dire on va commencer par le côté détection, alerte, la communication, la résolution, et puis à la fin, l'amélioration continue. Un incident, ça commence quand ça se détecte. Idéalement, vous ne voulez pas que ce soit vos utilisateurs qui vous disent que votre service est cassé, donc vous allez alerter. Sur quoi? Idéalement, sur des métriques métiers. J'insiste sur le métier. Typiquement, ça va être, je ne sais pas, le rate de nombre de commandes que vous avez reçues si vous faites du retail en ligne sur les 5 dernières minutes, le nombre de fiches de paye générées ces 24 dernières heures, le nombre de connexions réussies ces X dernières minutes, ce genre de choses.
Si vous avez des niveaux de service que vous garantissez contractuellement ou sur lesquels vous avez des objectifs en interne, c'est probablement des très bons candidats pour servir de base à l'alerting. Mais déjà, vous notez qu'encore une fois, on revient à cette notion de, il y a tout de suite une dimension un petit peu produit et des choses à développer. Si on veut des métriques métiers, il va falloir les implémenter à un moment dans votre software en fait. Il va falloir les calculer ces métriques, il va falloir les exposer, les remonter pour ensuite pouvoir aller alerter derrière. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez potentiellement vous retomber sur des métriques plus techniques, des rates d'erreur, des nombres de connexions, ce genre de choses. Et à défaut, si vraiment vous n'avez pas mieux, des logs. Mais idéalement, des métriques métiers, ça aide beaucoup. Et ensuite, ces métriques, pour aller dessus, faut s'outiller. Alors là, vous avez plein de choses. Le côté open source, vous allez avoir évidemment Prometheus Alert Manager. Selon la taille de votre compte en banque, vous allez avoir Datadog. Et sinon, Honeycomb, ça fait des trucs sympas aussi. Mais globalement, vous avez probablement quelque chose sous la main qui est capable de faire l'alerting sur des métriques. Prenez ce que vous avez déjà, ça sera bien. Et une fois que ça alerte, faut router cette alerte vers quelque part pour en faire quelque chose. La journée, en général, maintenant, ça finit sur votre outil de chat favori. J'espère que c'est pas Teams pour vous. Nous, en tout cas, c'est sur Slack. Et la nuit, pour les astreintes, pager d'outils, ça reste quand même pas mal la référence, même s'il y a Opgenie qui font des choses aussi sympas, et que Incident.io, encore eux, viennent de sortir des features de gestion un peu d'escalade d'on-call, sur lesquelles on est en train de passer d'ailleurs. Nous, côté Payfit, pour le côté détection et alerting, on se repose pas mal pour les incidents les plus critiques sur des synthétiques Datadog. Donc, aller faire en fait des parcours, les parcours les plus critiques dans l'application et aller lever des alertes si quelque chose se passe mal. En journée, c'est routé vers Slack. La nuit, c'est routé vers PagerDuty et bientôt Incident.io. Je ne vous cache pas qu'on a encore trop peu de métriques métiers là-dessus. On aimerait faire mieux. Se pose notamment la question, une fois qu'on les a dans un domaine métier donné, de comment router ça et comment gérer ça en termes d'astreinte. Typiquement, c'est des choses sur lesquelles il faudrait des runbooks un peu plus détaillés. C'est moins évident la nuit de se dire, OK, il y a telle métrique métier qui s'est dégradée, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que je vais aller investiguer, comment est-ce que je vais aller gérer ça. On peut vraiment faire beaucoup mieux là-dessus, et c'est nos prochaines étapes sur le sujet de l'alerting. Sinon, ce qu'on a qui marche pas mal, c'est qu'en fait, on a pour les alertes les plus critiques, typiquement les gros synthétiques Datadog, on a un channel Slack qui est partagé en fait et qui est dispo pour toute la boîte, dans laquelle il y a des gens, des profils très variés. Hein. Il y a aussi bien des développeurs de chaque équipe que des CRE, que notre CTO, que des gens même côté support client, même si vu que c'est des alertes assez techniques au final, ça leur parle probablement un peu moins. Une fois que vous avez détecté ça, l'information du fait qu'il y a un incident, il faut la partager, il faut la communiquer. Ça passe classiquement par une status page publique, l'idée étant que vos clients puissent être informés tout seuls comme des grands qui a un problème, suivre sa résolution. C'est plus sympa pour eux et en plus ça vous évite des tickets à votre support client, ça évite de la charge à votre support client, c'est mieux. Et vous voulez potentiellement en avoir une interne aussi. Peut-être par exemple avec pas le même niveau de détail sur certains trucs, même si je vous invite à être aussi transparent que possible publiquement. Ou alors avec des services qui ne seraient pas pertinents publiquement. Typiquement le back-office de votre application, s'il y a un problème dessus, c'est très intéressant de le savoir en interne et que votre support client, vos sales, votre marketing, etc. puissent être au courant qu'il y a un problème. Par contre, publiquement, ça impacte vos utilisateurs indirectement, mais ça a moins d'intérêt. Et la status page, la grande question, c'est à partir de quand est-ce que vous décidez de communiquer publiquement. Ça dépend assez profondément de votre taille de boîte et de votre secteur d'activité, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue. Si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'ai compris, typiquement chez AWS, ils updatent leur status page quand ils ont ce qu'ils appellent un large scale event, c'est-à-dire un événement qui impacte plus de 50% des utilisateurs dans une région donnée. C'est large, c'est loin, c'est déjà des énormes incidents. Donc il n'y a pas forcément de réponse absolue et la question souvent aussi ça va être qui prend la décision, qui peut mettre à jour la status page. Chez Payfit, ce qu'on fait là-dessus, c'est que c'est pas mal au feeling des incident commanders. Il n'y a pas vraiment de règles strictes sur dans tel cas il faut mettre les incidents. Alors on pourrait probablement faire un peu mieux là-dessus. Dans le sens où tous les incidents ne sont pas toujours reflétés sur la status page actuellement, mais là où c'est quand même pas trop mal, c'est que les plus critiques le sont. Typiquement, les sévérités 1 et 2 sont en général communiquées sur la status page par les incident commanders. Et on essaye de faire en sorte d'ailleurs que les accès de mise à jour de cette status page soient assez larges, que dans chaque équipe, il y ait des gens qui puissent aller mettre ça à jour, ou que ça ne soit pas compliqué de trouver quelqu'un qui peut en tout cas. On préfère communiquer peut-être un petit peu trop hâtivement avec pas exactement le bon message, mais avoir l'information pour nos clients, plutôt que de devoir passer un quart d'heure à chercher qui a le droit d'update la status page.
Avant, on était sur la status page Atlassian, actuellement on est sur Statuspal, et on est en train de passer, en tout cas d'envisager de passer, sur Incident.io, notamment pour des raisons de garder les status pages automatiquement à jour par rapport à un référentiel d'incident qu'on aurait, plutôt que d'aller la mettre à jour toujours manuellement, qui, du coup, vu que c'est manuellement, est souvent prône à l'oubli. Vous pouvez ensuite communiquer évidemment via les canaux classiques, email, etc. Ceci dit là-dessus, bon courage en général pour convaincre vos départements légaux et branding, etc. D'aller envoyer un mail à vos clients en disant « nous sommes cassés ». En général, c'est pas les discussions, voilà, faut être convaincant et vous le ferez pas souvent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir des alternatives un peu plus douces pour informer vos utilisateurs. Typiquement, allez intégrer ces communications dans votre application. Par exemple, allez mettre dans votre application, sur une page impactée, une petite bannière qui dit hey, « on est au courant, sur cette page, telle information, elle n'est pas bonne ou elle n'est pas chargée, on est désolé, ça revient ». Ça peut être, vous savez là, on a tous un petit peu peut-être pris l'habitude d'avoir sur certaines applications une sorte de petite bulle de chat en bas à droite qu'on n'a en général pas demandé et qui sert souvent à rien. Bon tant qu'à faire, faites en sorte qu'elle serve à quelque chose. Typiquement, servez-vous-en pour poster des notifications aux clients qui sont en train d'utiliser l'application. Pour leur dire, ah au fait, on est désolé, hop, il y a quelque chose qui se passe mal sur l'application, ça revient bientôt, le lien vers la status page, il est là-bas. Comme ça, vous rendez ça un peu plus sympa pour eux et encore une fois, vous enlevez de la charge côté client. Mais encore une fois, vous voyez, on est sur quelque chose où c'est des considérations de comment on va transmettre l'information. Il faut les développer, ces features. On est encore une fois sur des choses où d'un point de vue développement, on peut très concrètement aller aider à mitiger l'impact des incidents, faciliter la collaboration autour de tout ça et faciliter la communication avec les clients sur les incidents. Le plus important dans tous les cas, lors des incidents, ça reste de les résoudre. Alors là, pour le coup, ça dépendra quand même très largement de votre stack technique et des outils que vous avez. Le truc à garder en tête, c'est que le plus important, c'est quand même de stabiliser, de limiter l'impact pour vos utilisateurs. Et pour ça, je vous invite à considérer des modes dégradés pour votre application. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est un outil de chat. En général, vous avez quoi? Un petit avatar, l'auteur, un timestamp, le message. C'est quoi qui vous intéresse? C'est l'avatar de la personne ou c'est le message et qui l'a écrit? Probablement que vous préférez avoir le message et qu'il a écrit sans son avatar si c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un mode dégradé, avoir juste le fonctionnement de votre application qui est attendu s'il y a une partie qui est dysfonctionnelle. Si la partie qui charge les avatars est dysfonctionnelle, c'est pas grave, affichez quand même, affichez un carré de couleur à la place et affichez quand même les messages. Et encore une fois, on en revient sur des considérations de produits et des choses à développer dans votre application. La manière de développer les features pour aller gérer le fait que tiens, peut-être un autre service duquel je dépends est indisponible, c'est des choses à prendre en compte tôt et sur lequel, d'un point de vue développement, on peut aider dans la gestion des incidents. Une fois les incidents terminés, c'est quand même mieux de s'améliorer pour déjà éviter qu'ils reviennent en traitant les routes causes le mieux possible, et puis voir aussi comment s'améliorer sur la gestion des incidents eux-mêmes. Pour ça, mesurer, que ce soit les temps de réponse, les temps de résolution, que ce soit à quel point vous les détectez automatiquement ou pas, le temps que vous y passez, bref, mesurez tout ce que vous pouvez, ça vous sera forcément utile. Nous, on a remarqué que le fait d'avoir ce genre de mesures, ça nous aidait beaucoup à faire prioriser dans les roadmaps des choses autour de la stabilité et de la résilience de l'application, en fait. Le fait de pouvoir dire, on a eu tant d'incidents, ça a eu tant d'impact en termes d'heures pour les clients, on y a passé tant de temps à les investiguer et à les résoudre, ça aide à prioriser ça, plutôt que des features, des fois, un petit peu. Les sacro-saints post-mortem, on parlait tout à l'heure sur les différentes post-mortem et rétrospectives, mais c'est important de se poser un petit peu pour voir comment on peut s'améliorer sur la gestion d'incidents. Garder un registre centralisé de post-mortem avec tous vos post-mortem dedans, peu importe l'outil dans lequel ils sont faits, même si c'est plusieurs outils, ce qui est important c'est de pouvoir les retrouver si jamais vous avez des incidents similaires. Et pariez pas trop sur les templates non plus. Vous avez plein d'outils dans lesquels vous allez pouvoir avoir des timelines et qui vont vous dire « tiens, je génère un post-mortem et j'ai un document qui s'appelle post-mortem avec une timeline, c'est bon, j'ai mon post-mortem, yes !» Non, le vrai boulot du post-mortem, c'est le fait d'aller creuser, d'aller voir si vous avez vraiment compris la route cause et tout ce qui allait avec, d'aller identifier les bonnes actions, que ce soit à court terme ou à plus long terme, sur comment éviter que ça se reproduise. Et garder cette discussion aussi blameless que possible. N'allez pas pointer les gens du doigt, même si faut aussi pouvoir dire exactement ce qui s'est passé, mais n'allez pas écrire dans le résumé de votre incident « machin a causé un incident en réalisant un bug ». C'est pas génial. Et ça fait que les gens sinon ne parlent pas. Chez Payfit là-dessus, on a eu 5 outils différents au fur et à mesure du temps pour écrire les post-mortem, mais c'est pas très grave parce que justement on centralise leur liste quelque part. Actuellement, on est principalement sur Notion et on est quasi systématique dans leur rédaction. Ils sont pas incroyables, on peut encore beaucoup s'améliorer sur leur qualité par contre et sur les actions qui en découlent, le suivi des actions, etc. Mais on est quand même parti de loin, on est parti d'une époque où le mot incident ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a déjà des post-mortem, on est content. La prochaine étape, c'est qu'ils soient bons.
Et attention à ce que les post-mortem et tout ce qui va autour ne deviennent pas un frein. Si ça devient trop lourd, vous pouvez avoir des effets comme « Ah bah non, je ne vais pas déclarer un incident parce que j'ai pas envie de me taper toute la procédure derrière ». Donc trouvez le bon équilibre là-dessus. Je vous ai parlé de beaucoup d'outils, de Slack, de Gmit, de Jira, de Salesforce, de Statuspal, de Notion, de plein de choses. Ça fait beaucoup de choses à interconnecter, à gérer, beaucoup de choses manuelles à faire. Et pour ça, je n'ai pas d'intérêt financier ou quoi que ce soit à vous en parler, mais ça fait un an qu'on est passé sur Incident.io. C'est absolument génial. On n'a que des feedbacks super positifs de la part de tout le monde. C'est globalement un outil qui va vous faciliter la gestion d'incidents, s'interconnecter un peu avec tout. Ça, honnêtement, on en est incroyablement content et ça nous facilite énormément la vie. Il est temps de conclure un petit peu, pour avoir peut-être le droit à une ou deux questions après. Les choses que j'aimerais que vous reteniez, déjà, les incidents, c'est définitivement pas un truc d'ops. On a parlé de plein de considérations, produits et de choses à développer, que ce soit sur l'implémentation de mécanismes de back pressure, de circuit breaker, le fait d'exposer les bonnes métriques métiers dans votre application, ou ce genre de choses. Faites confiance aux gens et à leur instinct et leur capacité à déterminer si quelque chose a un incident ou pas, quelle est la sévérité de l'incident, à identifier les bonnes pistes à creuser, etc. Et de l'empathie lors d'incidents, c'est des situations potentiellement un peu stressantes, donc voilà, pensez à vos collègues, qu'ils soient techniques ou moins, et à vos clients, particulièrement aussi d'ailleurs le support client, ils en ont bien besoin. Le fait d'avoir quelqu'un qui a une casquette d'incident commander, ça aide énormément, ça facilite beaucoup les choses lors des incidents. Peu importe si c'est quelqu'un qui a ce job-là, ou c'est juste son boulot, ou si c'est des gens qui ont un petit peu de formation, ou si c'est juste la première personne qui vous passe sous la main, avoir quelqu'un qui a ce rôle-là, c'est important. Considérer les incidents d'un point de vue produit, on l'a vu avec les modes dégradés, avec ce genre de choses, allez éduquer, sensibiliser vos PO et vos PM là-dessus, ça vous aidera à limiter l'impact des incidents. Et puis allez-y pas à pas. Je vous disais que Payfit, on ne parlait pas d'incidents en 2021. Aujourd'hui, en 2024, ça nous a pris du temps. On a eu des étapes intermédiaires. Vous ne passerez pas de rien à des super post-mortem avec des follow-up actions prises le lendemain, comme ça, en claquant des doigts. Donc allez-y itérativement. Et puis voilà, merci. Bon courage à ceux qui sont d'astreinte ce soir. Et avant de vous laisser, vous avez les slides qui sont depuis un quart d'heure sur Blue Sky, ici, vous avez le lien. Et vous avez un petit QR code pour du feedback à gauche qui me sera très utile. Merci beaucoup. Merci bien. J'ai hâte de découvrir la question. Gentil. Voilà. Respectueux. Bienveillant, je dirais, plutôt, notre communauté DevOps Rex. Il y a quand même quelques questions. Il y a quand même quelques questions. Cool. Voilà, donc je vais poser la question de Clément. Dans les faits, est-ce que les petites gens ne craignent pas de lever un incident? Est-ce que c'est une safe space ou non? Non, globalement, les gens le craignent pas. Éventuellement, des fois, ça peut arriver qu'il y en ait qui sont un petit peu réticents parce qu'ils disent ok, potentiellement, je vais devoir me retrouver un peu comme honneur du truc, trouver à qui aller en parler et tout. Et un peu ce côté, c'est plus, alors c'est le mot un peu fort, mais une sorte de flemme de la suite, etc., qu'une peur d'aller déclarer un incident. D'autant plus que les incidents, pour le coup, malheureusement, on en a quand même beaucoup, alors avec des sévérités de plus en plus faibles, on s'améliore quand même beaucoup là-dessus, mais on a quand même beaucoup d'incidents, ce qui fait que c'est assez culturel le fait que ça arrive en fait. Je ne sais plus qui en parlait dans un talk ce matin, mais que des choses se passent mal, ça arrive, c'est ok, il faut pouvoir l'accepter, et le traiter, et puis s'améliorer, et si on n'en parle pas, c'est juste pire. Donc non, pour le coup, les gens n'ont pas peur de déclarer des incidents. Jamais personne se fait virer pour avoir déclaré un incident ou s'est fait taper sur les doigts ou je ne sais quoi, enfin ça n'existe pas. On ne va pas virer pour déclarer l'incident. Non, causer non plus. Très bien, très bien. Bon, c'est ça le principe d'un blameless post-mortem de toute façon, c'est que voilà, quelque chose est arrivé et faut qu'on empêche que ça arrive dans le futur, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose dont je suis très content, c'est qu'on a des gens dans les calls, dans les war rooms des incidents des fois, qui lèvent la main, qui disent écoutez, je suis désolé, je crois qu'en fait c'est moi il y a 3 minutes en déployant ça qui est tout cassé, je crois que c'est moi la route cause, désolé. Le fait que les gens arrivent à le dire dans les calls, c'est un super signe que c'est ok, je trouve. C'est vrai, c'est absolument le cas, très bien. Petite question de notre cher Gimwald. Est-ce que l'incident commander, c'est pas le manager qui appelle toutes les 5 minutes pour savoir où on est la résolution? Non, pas du tout. On n'est pas là-dedans. C'est vraiment quelqu'un qui est plutôt là pour faciliter en fait, parce que en fait, c'est juste pas possible au bout d'un moment de à la fois s'occuper d'aller troubleshooter, de rester concentré,
et en même temps de s'occuper d'envoyer un message sur Slack pour le support, d'aller updater la status page, d'aller creuser, d'aller informer de 3 choses à côté, c'est juste pas gérable. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est là pour aider. Et donc non, c'est pas quelqu'un qui est là à pinguer toutes les 5 minutes, c'est vraiment dans l'état d'esprit d'essayer plus d'aider là-dessus. D'ailleurs, c'est... je n'ai pas de stats là-dessus, ça serait un truc intéressant à sortir. Quel pourcentage des incident commanders sont des managers, mais c'est clairement pas 100%. Hein. D'accord, très bien. Au sujet des incident commanders, en fait, une question de plus. Si n'importe qui peut être incident commander, y a-t-il un outil commun qui permet de communiquer sur l'incident auprès des bons interlocuteurs? Ouais, bah c'est ce dont je parlais à la fin, c'est Incident.io en termes d'outils. C'est vraiment très bien fait. Incident.io, donc c'est une petite startup qui est à Londres. On sent qu'ils ont vraiment pensé leur produit pour que ça soit adapté à la gestion d'incidents. Typiquement, il y a des features qui sont très cool, du style. Et ça fait un quart d'heure que tu n'as pas envie d'update, alors que tu avais dit que tu aurais une update dans un quart d'heure. Pense à en envoyer une. Et voir récemment, ils ont même mis pour une fois une utilisation un petit peu de LLM qui est pertinente. Ils ont mis quelque chose à base de en fait, basé sur l'historique du channel, on te propose le résumé suivant de l'incident et de son statut, comme base de discussion pour aller updater. Alors, je ne vous cache pas que c'est pas 100% accurate et qu'il faut aller le modifier pour que ça soit pertinent. Mais non, ça facilite pas mal du coup Incident.io le fait que n'importe qui un peu puisse s'en occuper. Et toi, perso, tu as investi combien là-dedans? De quoi? En temps? En quoi? En termes de chiffres, voilà. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais si vous avez des potes qui gèrent des CFP, je suis en train de proposer un talk sur combien ça coûte ce genre d'outil à une boîte, etc. en sort party, de construire une scale-up sur les sort parties. Dites à vos potes de sélectionner le CFP, je vous en parle l'année prochaine. Blague à part, vous l'avez plus à l'écran, mais j'irai chercher l'info et je la mettrai sur Blue Sky demain. Très bien, très bien. Une petite dernière question alors. Oh, ça bouge. Attends. Ah voilà, le gagnant. Comment mesurez-vous le temps de réponse d'un incident et les autres métriques évoquées? Le temps de réponse est basé sur les métadatas de l'incident, c'est-à-dire que à partir du moment où il est déclaré dans Incident.io, on a le moment où il est déclenché, et suite à ça, en fait, c'est le rôle de l'Incident Commander d'aller à la fin de l'incident, etc., aller s'assurer que tous les timestamps sont les bons, et typiquement, il y a le timestamp de début de l'impact réel, et d'ailleurs, ça fait les calculs tout seul. D'ailleurs, c'est assez bien foutu pour éviter d'oublier les timestamps. En fait, une fois l'incident clos, il y a une checklist un petit peu des actions de suivi à faire, et dans le lot, il y a à penser à mettre à jour les timestamps. Donc voilà, aller regarder, aller reprendre un graphe, dire ok, l'impact a commencé à ce moment-là, et derrière les temps de réponse, elle les calcule automatiquement, on a les graphes four, etc. Excellent. Bon, merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. N'hésitez pas à venir poser des questions après, si vous voulez. Merci.